L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'ORECA à réussir leur transition digitale tout en réduisant leur fracture numérique. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat digitale comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en 4 axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en digital marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique DigiScore et aux aides financières liées au chèque entreprise. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be/commerce. Chers amis commerçants, chers amis indépendants, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau webinaire que le SNI vous propose aujourd'hui et qui sera consacré à la cybersécurité, un sujet de plus en plus en vogue, hein. Autant on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on parle aussi justement de cybersécurité. C'est le thème qui va nous accompagner aujourd'hui avec ce titre, sécuriser toutes vos activités en ligne, théorie et surtout cas concrets, hein, dans votre cas qui vous intéresse. J'imagine en tout cas que ce sont des exemples plutôt concrets qui vous intéresseront. On en aura quelques-uns, on fera quelques petits exercices aussi, vous en avez l'habitude. Mais avant de commencer tout cela, on va faire un petit tour de la plateforme pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est peut-être votre première fois ici avec nous. Je vois donc, vous avez un chat où je vois que Paul, Ronaldine, Dominique, Damien, Christine, Shirley, Jean-Claude nous disent bonsoir, Frédéric, voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, bonsoir à Emmanuel et à Jean-Pierre aussi, hein, qui sera notre orateur du jour, qui vous fait déjà un petit coucou dans le chat. Comme vous en avez peut-être l'habitude, le chat, il est là vraiment pour échanger entre vous. N'hésitez pas à vraiment le rythmer. C'est toujours plus sympathique quand on a un chat qui est bien vivant. Ça fait toujours plaisir. Mais par contre, si vous avez des questions, alors là, rendez-vous dans l'onglet questions et réponses. C'est beaucoup plus facile pour nous de prendre vraiment ces questions lorsqu'elles sont dans cet onglet-là que dans l'onglet chat. Dans le chat, d'ailleurs, vous aurez Sandra, hein, qui est toujours là pour vous distiller conseils et liens utiles aussi. Si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas. Sandra est vraiment votre première assistante dans le chat. Et puis, si vous en avez l'habitude de nous suivre, on aime bien tester vos connaissances avec certains petits WooClap. Je vais vous afficher le code du jour et Sandra va vous mettre le lien également dans le chat. Le WooClap, vous avez l'habitude, soit vous prenez votre petit smartphone, vous scannez le QR code, gardez-le sous la main parce qu'on va revenir vers vous plusieurs fois, hein, lors de ce webinaire. Le but, c'est que vous puissiez participer aussi. Donc voilà, le QR code pour le téléphone ou alors le lien dans un nouvel onglet. Généralement, je trouve en tout cas que c'est plus facile d'avoir le WooClap sur le téléphone et de suivre le webinaire via son ordinateur. Et donc, sur WooClap, on vous pose une toute première question qui est: est-ce que vous avez déjà été victime d'une attaque informatique? Alors, ça peut être oui, ça peut être non, ou ça peut être je ne sais pas, hein, parce que parfois, généralement, aussi ceux qui sont attaqués ne savent pas qu'ils ont été attaqués. Donc, on va voir un petit peu de ce côté-là. Pour l'instant, on a une personne qui a déjà été victime d'une attaque. 70% d'entre vous, cette personne, disent que non, pour l'instant, tout roule, rien à signaler. Et certains disent je ne sais pas, justement, voilà, on ne sait jamais, prudence. On verra aussi que la cybersécurité en est une des règles qui se
se pose dans le milieu, c'est toujours se dire, c'est de ne pas savoir si on va être attaqué, c'est quand. Donc, toujours partir du principe que l'on va se faire attaquer. Mais je ne vais pas prendre la place de notre orateur du jour. Je l'invite à me rejoindre sur scène. Il s'agit de Jean-Pierre Heymans. Bonsoir Bonsoir. à tous. Est-ce que tu vas bien, Jean-Pierre, ça? Je vais très bien, hein? Très bien. Alors, Donc, tu es, on va dire, un expert en cybersécurité. Depuis combien de temps es-tu dans le domaine? Est-ce que tu peux un peu te présenter pour notre audience? alors oui, donc j'ai commencé dans l'informatique dans les années 90 et spécialement dans la sécurité de l'information déjà dans les années 2000 dans le secteur bancaire. Et au jour d'aujourd'hui, j'aide pas mal d'entreprises et même services publics aussi à monter en maturité en matière de cybersécurité et mes conseils sont précieux parce que l'idée, c'est de réduire les risques et d'avoir des bonnes pratiques au sein de l'entreprise et beaucoup de conscientisation, comme ce soir, par exemple, hein. Donc, on fait le webinaire, mais je fais aussi beaucoup de formations aussi au sein des entreprises pour justement les accompagner dans tous les aspects de cybersécurité. Et comme tu l'as bien énoncé tout de suite, tout ce qui est un peu ransomware, les virus, enfin, voilà, c'est des dangers qui sont quand même importants et donc il faut essayer de les limiter et de mettre en place les bonnes stratégies et les bonnes pratiques, tout simplement. Voilà, ben les bonnes pratiques, on espère vous les donner aujourd'hui, en tout cas. Et comme tu l'as dit, il s'agit de réduire le risque, hein, parce que le risque zéro n'existe pas. Je jette un dernier coup d'œil à notre premier sondage, que tu vois que ben, beaucoup de gens, quand même, la grosse majorité, disent n'avoir jamais été victime d'une attaque informatique. Et c'est tant mieux, hein. Certains ne savent pas, et on a deux personnes maintenant qui ont déjà été attaquées. Euh, et ces deux personnes-là peuvent peut-être témoigner aussi que une attaque, ça peut faire de gros dégâts pour son commerce ou son entreprise. Tout à fait. Donc, juste un point d'attention, c'est que en matière de cybersécurité, on se pose toujours la question quand? Quand on va avoir un souci? Ça arrivera, mais c'est quand? Donc voilà, il y a des gens qui ont déjà eu des soucis, puis et voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout va très vite, tout est digitalisé, on a les smartphones, les tablettes, les PC, et donc voilà. Alors Jean-Pierre, je te propose de partager ton écran, de nous partager les slides du jour, slides que vous pourrez retrouver comme d'habitude, que Sandra vous enverra par la suite de cette formation. On va peut-être commencer, comme on le fait chaque fois, par l'objectif de ce soir et puis le petit menu aussi. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ah, c'est le workshop, ça? Oui. C'est la slide après, du coup. Voilà. L'objectif et puis le menu. Nous y voilà. Donc, le rappel, donc le menu de ce soir, il sera en deux parties. On aura une partie théorique avec les aspects sur les réglementations et les différentes législations qui sont soumises en matière de cybersécurité, parce que ces derniers mois, beaucoup de choses ont changé. Et donc maintenant, au niveau fédéral, même régional, et dans le secteur privé public, on doit appliquer certains dispositifs. Euh, la partie cas pratique, là, je expliquerai un peu les différentes cas d'usage, en fait, et de faire des recommandations aussi pour vous donner un peu des astuces pour justement bien gérer certaines pratiques. Donc, avec quelques exemples. Et puis, on abordera les questions-réponses en fin de séance. Et d'ailleurs, si vous avez des questions déjà, moi j'interromprai Jean-Pierre pendant la présentation aussi. Faut pas Euh, je hésiter. n'hésiterai pas, je suis l'élève perturbateur et je n'hésiterai pas du tout à t'interrompre, Jean-Pierre, pour le bien évidemment, de notre audience. Alors, comme tu l'as dit, on va peut-être, c'est jamais le plus gai, mais on va commencer par un tout petit peu de théorie. Oui.
Donc, sur la partie théorie, ben, déjà il y a quelques années, l'Europe a décidé de légiférer sur la protection des données, donc le fameux RGPD. En Belgique, c'est couvert par la loi du 30 juillet 2018 qui transpose cette réglementation et l'objectif, c'est de mettre en place des processus de sécurité et aussi de garantir les bonnes pratiques en matière de protection des données à caractère personnel. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont déjà entendu parler de cette réglementation. La norme ISO 27001, c'est une norme très connue aussi dans le monde de l'informatique. Ça permet d'encadrer et de pouvoir implémenter les pratiques en matière de cybersécurité. C'est une norme internationale qui est reprise dans différentes réglementations aussi d'ailleurs. Réglementation sur le commerce en ligne, donc ici en Belgique, c'est aussi, je crois que c'est plutôt le ministère des Affaires économiques qui est en charge pour cette partie-là. L'exemple, je donne toujours un exemple, c'est par exemple la gestion du consentement sur le site ou des thèmes un peu similaires. Et alors, PCI DSS, c'est une norme assez barbare, mais en réalité, derrière ça, c'est ce qui couvre un peu les transactions financières sur les sites web. Et donc, c'est une norme qui est poussée par Mastercard. Et donc, Mastercard, en réalité, fait appliquer cette norme à l'ensemble des intervenants et des sous-traitants et des entreprises qui gèrent les, euh, les transactions en ligne, en fait, hein. Que tous nos précieux sous qui transitent soient entre Oui, oui, donc voilà. Donc, le RGPD, c'est aussi un peu, bah, pour remettre dans le cas pratique, ce sont tous ces fameux cookies hein, qu'on nous demande dès qu'on va sur un site, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais aussi par exemple, si on a des clients, c'est la gestion des données à caractère personnel des clients. Par exemple, un fichier client, si vous avez, je ne sais pas, je donne l'exemple, 6000 personnes dans votre fichier client, il faut s'assurer que votre fichier client soit sécurisé. Il faut vous assurer que voilà, on ne partage pas ça avec quiconque. Enfin, voilà. Il y a des normes à suivre, mais c'est vrai que si vous avez un site en ligne, il faut faire attention sur l'aspect cookies, les politiques de sécurité et de confidentialité qui doivent être publiées sur votre site. La transparence est importante. En réalité, c'est un peu ça. Ah, c'est ça, parce que comme tu le dis, un fichier client de 6000 personnes, s'il fuite, c'est relativement fâcheux, ça peut coûter cher. Donc voilà déjà pour le petit rappel théorique, hein, on a dit qu'on ne serait pas long à ce sujet. Maintenant, on va voir un petit peu, allez, c'est un sous-menu, on va voir un peu tous les cas pratiques qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, donc il y a plusieurs thèmes. Le premier thème, et ici c'est vraiment important parce que la majorité des personnes utilisent ces services-là, services de Microsoft qui sont du coup payants ou pas, et Gmail qui sont aussi gratuits ou payants. Donc c'est d'aborder un peu quelles sont les mesures de sécurité à mettre en place si on utilise ce type de service. Le deuxième élément, ici, le deuxième thème, c'est le phishing, hein. Donc ça, je pense que tout le monde connaît un peu ou a déjà été victime, hein. Donc là, je pense que ça doit être, sans me tromper, un peu tout le monde qui ont dû avoir des mails de... voilà. La gestion des mots de passe. Donc, on explique un peu ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, sur des cas pratiques. Vérifier la sécurité de votre espace, de votre adresse mail, ça aussi, donc on abordera ce sujet-là. La sécurité des applications, on parle toujours du by design. Donc ça veut dire qu'à la conception, ça veut dire que si on développe par exemple une application propre, une application métier, il faut respecter certaines normes en matière de sécurité. Ou alors, si vous, comme bon, la majorité des utilisateurs achètent ou souscrivent un contrat de service ou une application, s'assurer que
que l'éditeur soit conforme. En général, par exemple, l'éditeur propose une certification ISO 27001 et donc c'est un gage de garantie, par exemple. Et alors, le dernier élément qui est un peu plus technique, du coup, ici, on va parler de certificats. Donc, les certificats, bah, c'est ce qui permet d'encrypter votre site web et aussi d'avoir un label de confiance, principalement sur des sites de e-commerce. Donc voilà, ça on le verra plus à la fin de cette présentation. Maintenant, on va plonger, comme tu l'as dit, dans les comptes Gmail et Microsoft Office et je suis certain que tout le monde ici a au moins l'un ou l'autre. Voilà. Donc, quand par exemple, j'explique un peu le processus, quand par exemple vous créez un nouveau compte Gmail, bah, typiquement, Gmail vous demande toute une série d'informations, nom, prénom, adresse, email de secours, parce que ça, en général, bah, ça vaut mieux le mettre, parce que si vous devez réactiver votre compte ou vous l'avez perdu, ça permet de récupérer le compte en cas de gros soucis, mais surtout aussi votre utilisateur et mot de passe. Par contre, ce que Gmail ne fait pas de façon native, ça veut dire qu'il ne vous force pas à mettre le double authentification en place. C'est vous qui devez l'activer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un processus qui va créer un code QR, comme on voit souvent ici dans l'information. Ce petit code QR, vous le prenez avec l'application qui permet de gérer tout ce qui est un peu multifacteur. Ben, en plus, c'est une application Gmail. Il va synchroniser ça. Il va vous donner un code unique que vous retapez dans l'espace indiqué. Et alors là, vous avez l'authentification forte qui va être activée. Ça veut dire que chaque fois que vous allez vous connecter, il va activer ça et donc ça évitera aussi, par exemple, un pirate ou une personne malveillante de pirater votre compte. Parce que quand ça arrive, en général, c'est très compliqué de le récupérer. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, c'est des services gratuits et Gmail, c'est pas sa priorité allez, de donner un support et puis un autre point aussi important que je voudrais préciser, c'est que vous devez vraiment mettre vos données correctes, en fait. Ça veut dire que vous avez nom, prénom. Évitez de mettre des pseudos parce que quand vous allez avoir un souci avec Gmail, si vous mettez n'importe quoi dans votre compte, ils risquent de rien faire, en fait, parce que eux-mêmes ne peuvent pas vous authentifier en réalité. C'est une question pour s'identifier beaucoup plus facilement, enfin, Oui, pour nous, mais oui. pour eux aussi, quoi. Dans les cas pratiques, je vois beaucoup surtout des jeunes qui mettent un peu n'importe quoi. Et quand il y a un souci avec le compte, ça devient très compliqué après de prouver que c'était, voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà, faites passer le message à vos enfants si vous en avez. Voilà. Et vous voyez, l'exemple ici que je donne, c'est mon exemple, c'est mon compte Gmail avec Jean-Pierre Evans et j'ai pas mis le nom de quelqu'un d'autre ou un pseudo. Enfin, voilà, c'est assez clair, je pense. Alors, pour vérifier que vous êtes conforme, ah ben, vous avez ici vous avez des conseils de sécurité. Il y a le petit encart qui est validé en vert et qui signifie que votre compte est sécurisé. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, comme tu l'as dit, en plus, Jean-Pierre, c'est qu'il le propose, mais ce n'est pas par défaut. Donc ça, c'est Non, il vraiment faut à vous l'activer. Il faut l'activer. Oui, d'activer. mais Voilà. c'est ça. Mais c'est la majorité des cas. En fait, c'est rare qu'un éditeur le force, l'oblige. Il y en a qui le font maintenant dans certaines applications, mais pas encore. Voilà, ici, au niveau des mails, c'est votre responsabilité d'activer cette sécurité, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour sécuriser double facteur votre application Gmail. Et c'est faisable aussi sur Microsoft Office. Oui, c'est le principe est le même partout en fait, hein. Et alors, si vous avez, ou ça peut arriver qu'il y a des fournisseurs qui proposent un email avec juste un user ID et un mot de passe et qu'il n'y a pas cette possibilité, je vous conseille de ne pas utiliser ce type de service. C'est ça. Voilà. Donc
partons vers des solutions qui sont sécurisées, c'est mieux. Généralement, la transition, ben là, ici, elle est facile à faire parce que on a notre boîte mail et dans cette boîte mail, généralement, on reçoit souvent beaucoup de courriers indésirables, des spams ou ben, même voilà, du phishing. Oui, donc ces dernières années, le trade, comme on dit en anglais, monte de façon exponentielle et spécialement dans certains acteurs, oui, certains acteurs importants au niveau de la société, des acteurs financiers, des banques, la Poste. Je vais vous montrer des exemples tout de suite. Et donc là, de plus en plus, les messages sont professionnels, le format est très très bien fait et vous renvoie vers des sites qui sont des sites vitrines où on pense qu'on est, par exemple, bien là, chez Bipost, bien chez ING. Et donc, ça peut tromper facilement. Et donc, il faut être voilà, vigilant. Et je vais vous montrer un peu l'exemple. Et c'est surtout de mieux en mieux fait aussi, Oui, hein, on le oui, verra. Et ben voilà, on vous met justement un petit exercice sur WooClap. Je viens de l'activer, donc n'oubliez pas de scanner le QR code ou alors d'ouvrir un nouvel onglet. C'est un exercice et vous avez le lien en dessous qui est faisable sur le site de SafeOnWeb, hein, qui est l'organisme belge pour la sécurité sur Internet. Donc voilà, il y a ce petit test du phishing où on a récupéré quelques questions, vous allez voir. Alors, vous voyez à l'écran un mail, hein, que vous avez reçu. Aujourd'hui, la Poste vous apporte un colis, super idée. Vous voyez l'adresse de la Poste, l'heure, cette image. Bonjour, Bolsi vous a envoyé un colis portant la référence avec voilà, un numéro de référence. La Poste vous le livrera aujourd'hui entre 8 et 17 heures. Nous espérons que vous serez présent. Vous pouvez consulter le statut de votre colis via l'application. Et si vous ne parvenez pas à ouvrir le lien, téléchargez notre outil pour suivre votre colis en direct. mm, Sincères salutations, La Poste avec une petite annexe. Alors, rendez-vous sur WooClap pour nous dire justement, selon vous, qu'y a-t-il de suspect dans cet email? Il y a plusieurs réponses possibles, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Dans les choix de réponse, on a la communication est inattendue, le domaine de l'adresse email est étrange, le mail comporte un numéro de suivi, le mail contient une photo, vous êtes invité à télécharger une pièce jointe et la date et l'heure du mail. Donc, voilà, il y a plusieurs réponses qui sont possibles, je le rappelle. Euh, Sandra vous a mis le lien du WooClap dans l'onglet chat. Vous avez le QR code. Je vois que vos résultats commencent à arriver. Donc, je vais vous partager mon écran et vos résultats, fatalement. Alors, pour la majeure partie d'entre vous, il est vrai que le domaine de l'adresse email @xyz542.be est même plus qu'étrange. C'est la première chose qui doit mettre la puce à l'oreille, Jean-Pierre. oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a d'autres éléments aussi. Il faut bien regarder l'image, mais effectivement, c'est déjà un très très bon point. En général, il y a plusieurs critères qui ressortent et qui indiquent, enfin voilà, qui alertent de justement ne pas cliquer sur les liens qui sont proposés dans l'email, en fait. Alors, la communication est inattendue. Ben oui, enfin, c'est toujours ça un peu le piège, hein. Si on n'a rien commandé, fatalement, on reçoit un email de la poste Mm. qui nous dit qu'on va être livré, ben là, ça nous met un peu la puce à l'oreille. Mais si on a un colis qu'on attend d'Amazon, de Bolsi ou que sais-je, ben là, on est plus enclin à tomber dans le piège, hein. Tout à fait. Et spécialement Amazon, Coolblue, par exemple. Enfin, voilà, les grands acteurs sur le marché belge qui travaillent beaucoup avec Bipost hein, aussi. Voilà. Faut être. Alors, le mail comporte un numéro de suivi. Bah, non, rien de suspect, hein. Justement, si vous voulez traquer votre colis, généralement, c'est mieux d'avoir le numéro de suivi. Il contient une photo. Alors, le fait qu'il contient une photo, ce n'est pas spécialement dérangeant. Les marketeurs aiment bien, justement, agrémenter leur mail avec des images.
Sauf que ici, ben, comme Sandra vous le met dans le chat, c'est pas vraiment la bonne photo. C'était marqué La Poste. En fait, Oui. c'était l'ancien logo de la Poste française, alors que ben, voilà, vous avez une adresse .be, donc c'est pas Bipost en soi. Et on a même été plus loin. Il y a une, si vous voyez la boîte aux lettres derrière, on vous montrera la photo. C'est une boîte aux lettres américaine. Et quelqu'un nous avait suggéré ça lors d'un précédent webinaire. Ce n'était pas une boîte aux lettres belge. Pourquoi pas? Mais surtout, voilà, ce qui revient en deuxième, bien évidemment, c'est la fameuse pièce jointe à télécharger. Oui. Ça et l'adresse email sont vraiment les deux choses qui doivent mettre la puce à l'oreille, Jean-Pierre. Tout à fait, tout à fait. La pièce jointe, la plupart du temps, il y a un code malveillant et donc là, il y a un grand risque d'infecter votre système, qu'il soit un système mobile ou, ou le PC lui-même, hein. Donc là, il faut être super vigilant. Et la date et l'heure du mail n'avaient bien évidemment rien de spécialement suspect, même si c'était envoyé à 3 heures du matin, ce sont généralement dans ce genre de mails, des mails qui sont automatiques, donc Oui. euh, rien à signaler de ce côté-là. Eh bien, on a des bons élèves, hein, Jean-Pierre, ils ont déjà les bons réflexes finalement. Tout à fait, tout à fait. Il y a peut-être aussi, on peut toujours, parce que quand on utilise Bipost, ben, on a toujours le format des messages et donc on peut aussi vite se rendre compte que ça ne correspond pas avec le mail et qu'il y a voilà, des éléments qui ressortent comme on vient de citer en fait, hein. Je te laisse repartager les slides parce que tu as justement un petit rappel, on va dire, une petite checklist à avoir finalement pour déceler si c'est du phishing ou pas. Et tu vas nous montrer justement l'exemple d'ING aussi. euh, Tout à fait. même. Oups. Oui, j'ai été un Voilà. peu trop vite. Donc, ben, ici, c'est un autre type de phishing, hein, ben, malheureusement, qui est dans un des best-of, hein, tout ce qui est bancaire et financier, ben, pour plusieurs raisons. Et donc là, du coup, ben, il faut vraiment vérifier plusieurs choses et être bien attentif parce que du coup, ils utilisent les bons logos, les bons formatages, donc ça peut être piégeux. Vérifier l'URL, vérifier encore voilà, l'adresse email, ça on avait vérifié l'orthographe. Ils font beaucoup d'efforts, mais c'est vrai il y a quelques années, c'était C'était comme ça qu'on les repérait généralement. oui, C'était un oui. français qui était tout à fait approximatif. Oui, alors aujourd'hui, et malheureusement, l'intelligence artificielle peut nous aider, mais de temps en temps, à mauvais escient, elle peut aider aussi les pirates. Maintenant, il y a des robots qui peuvent faire les traductions et c'est de mieux en mieux fait, en fait, hein. Et donc, c'est problématique. Ça veut dire que ce message-là, eh ben, ils savent de façon virtuelle le faire en 3 ou 4 langues très rapidement, en fait. Ça leur coûte pas beaucoup de temps, en fait, en réalité. Euh, oui, la topographie, vérifier la langue, évidemment, parce qu'en général, ben, quand sa banque communique avec vous, ben, il communique toujours dans la bonne langue. C'est rare que, bon, c'est assez. Euh, ben, le fait que vous n'attendiez pas quelque chose, ben, c'est ce qu'on avait encore déjà identifié dans le slide précédent, enfin dans la partie Google Lab plutôt. Il faut savoir que enfin, les banques, usuellement, vous demandent toujours d'aller dans votre espace client. Donc, ils ne vont pas, ils Ils ne ne vont pas, viendront pas par mail. ouais, ils ne vont pas utiliser cette méthode-là pour communiquer avec leurs clients. Beaucoup de banques encore envoient même des lettres encore au jour d'aujourd'hui quand c'est important, mais c'est vraiment dans votre espace. Dans votre espace client que l'ensemble des échanges se passent et même les banques poussent de plus en plus à ce qu'on utilise ces canaux en fait, hein. Et alors, je voudrais rebondir justement sur le quatrième paragraphe hein, qu'on voit de ton exemple d'ING. Vous devez agir maintenant pour résoudre le problème le plus rapidement possible, Oui, ce qui est un cas typique où on joue sur l'urgence, on fait appel à cet aspect ouais, émotionnel et ouais. fatalement, quand on est dans l'émotionnel, on n'est plus dans le rationnel et on va avoir envie de cliquer. C'est ça, il y a un coup de stress et donc et c'est là qu'on commet, enfin voilà, où on dit inattention et on clique
et c'est parti, quoi. Donc, l'élément aussi important, c'est que il y a deux, en fait, deux objectifs pour eux pour collecter les informations. Un, c'est collecter toutes vos données à caractère personnel et puis de les revendre sur le dark web. Mais un second, c'est d'exploiter en réalité pour pouvoir accéder à vos comptes, hein. Donc, et malheureusement, c'est la deuxième option qui les intéresse de façon un peu plus, vu qu'il y a il y a de l'argent à faire, en fait. Vos données valent de l'argent, donc, disant, enfin, protégez-les, hein, et, Ouais. euh, et voilà, essayez surtout de faire très attention à cela. On vous remet un autre petit exercice sur WooClap avec justement, qui vient encore, hein, de ces phones web, avec votre nouvelle carte bancaire, c'est importance élevée, service clientèle de QWT35 Bank. Cher Cathy Janssens, notre service administratif nous informe que malgré vos messages antérieurs, vous utilisez encore votre ancienne carte bancaire. Les détenteurs d'un compte à vue ont jusqu'au 21 juillet 2017. Il faut se mettre dans la peau que c'est 2020. Voilà, la date n'est pas un critère ici. Les détenteurs donc d'un compte avaient jusqu'à cette date pour commander gratuitement une nouvelle carte bancaire. Les détenteurs d'un compte à vue ne profitant pas de cette action exclusive recevront automatiquement une nouvelle carte. Les frais automatiques de la nouvelle carte s'élèvent à 17,95 € et seront automatiquement facturés. Les détenteurs d'un compte à vue en seront informés. Faites des économies. Cliquez ici pour commander gratuitement votre nouvelle carte bancaire. Avec nos plus cordiales salutations, votre équipe QW35 Bank. Alors, justement, dans le WooClap, vous avez différentes réponses et différents choix de réponses qui sont possibles, hein. Donc, comme dans l'exemple tout avant, il y a plusieurs réponses possibles. On vous demande qu'est-ce qu'il y a de suspect dans cet email. C'est que est-ce que Cathy n'est pas une cliente de cette banque? Est-ce que le domaine de l'adresse mail doit vous mettre la puce à l'oreille? Interpellation par le prénom et le nom de famille, la mention action unique, le langage employé dans l'email est inopportun et le mail est défini avec une priorité haute. Donc voilà, on vous laisse le temps de voter, de voir un petit peu qu'est-ce qui voilà, devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que ils vont jouer sur cet aspect émotionnel, mais prenez justement toujours le temps de prendre un petit peu de recul pour pouvoir réfléchir et reprendre un peu la petite checklist que Jean-Pierre vous a donnée juste avant. Alors, je vais partager mon écran pour afficher vos réponses qui commencent à affluer. Alors, pour la majeure partie d'entre vous, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est l'adresse email, hein, le domaine @vnnab, enfin imprononçable.com. Ben oui, c'est clair que si une banque, même si vous ne connaissez pas cette banque, moi je ne la connaissais pas avant de faire le test de ces phone web, ben voilà, elle aurait théoriquement le nom, un domaine lié à cette banque, donc tout à fait une bonne réponse. Le choix qui se dégage le plus ensuite après ça, Jean-Pierre, c'est le mail est défini avec une priorité haute. Et c'est vrai que jamais on ne reçoit ça d'un organisme. Généralement, quand on a le temps de définir des priorités, c'est de particulier à particulier. Tout à fait. Et ici, il y a une notion aussi de cadeau, c'est gratuit. Donc, aussi d'urgence, quelque part, vous dire attention, il ne faut pas traîner. Effectivement, c'est une technique, voilà, très habile pour vous intéresser la personne et voilà, de la faire intervenir. Alors, je prends à 53%, vous dites qu'est-ce qu'il y a de suspect, c'est la mention action unique. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve ça assez bizarre qu'une banque nous parle d'action unique, etc. Mais si vous faites le test sur le site de ces phone web, ils vous diront que ça ne doit pas trop vous mettre la puce à l'oreille parce que parfois les banques communiquent de cette manière. Voilà. Donc, mais n'ayez de toute façon ce réflexe que c'est vrai que se dire action unique, une banque, on n'est pas chez un hard discounter, hein, on est chez une banque quand même. Tout à fait. Et toujours avoir le même réflexe, hein, en cas de doute, voilà, d'aller dans son espace si c'est la même banque, hein, parce qu'évidemment, si c'est pas une banque que vous connaissez pas, évidemment, le choix est vite fait. Mais si par exemple, c'est ING
vous allez dans de votre espace et vous allez vite voir les messages qui seront disponibles, hein, et puis vous pouvez avoir accès aussi aux téléconseillers à ce moment-là. Ouais, et donc le langage employé dans le mail, c'est vrai qu'il est assez inopportun. Cathy n'est pas une cliente de cette banque, mais ça c'est un peu la question qui vaut cher parce qu'on n'en sait rien. Mais donc voilà, voilà pour. Et puis l'interpellation par le prénom et le nom de famille, ça peut, c'est pas spécialement suspect, même si le ton, on va dire, le langage est inopportun. Enfin, en tout cas, c'est un mail qui très clairement doit vous mettre la puce à l'oreille pour plein de raisons. Et ben, vous les avez bien évoquées. Oui, oui, oui. Tu es satisfait des réponses de ton audience. Oui, je vois que la maturité monte, donc c'est bon signe. Et Je, alors, tu as d'autres exemples à nous montrer justement de phishing. oui, tout à fait. Donc ici, bah, il y a, bien de parler, Voilà. voilà, ici, c'est des mails un peu plus simples. Bon, on voit effectivement des informations, euh, une référence, comment vais-je dire, de facturation en dollars. Et donc là, évidemment, il faut enfin, des mails de ce style, il y en a des milliers et des milliers qui sont envoyés euh, par jour, quoi, hein. Donc Donc, là, le vous fameux devez mail de détention d'images pédopornographiques, rendez-vous au tribunal ou oui. alors payer votre amende pour éviter la prison. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, quand ils font ce genre de campagne de phishing, ils envoient même sur des mails type info at votre société. Enfin, vous voyez que ça ne tient pas la route en réalité, quoi. Donc, ou alors un qui ressort malheureusement de notre haut responsable, une responsable de la police belge, qui maintenant à l'Europe, c'est Madame de Boll, hein, donc qui est souvent repris dans les cas de phishing C'est vrai. malgré elle, hein. Donc voilà, comme ils font de l'humour aussi de temps en temps, comme Et du coup, mais c'est ça, c'est qu'ils envoient tellement de mails que le phishing, ça marche quand même parce que les vraies mais il y a un attendent. pourcentage de victimes, c'est ça. Il y a un pourcentage, c'est comme partout. Il y a des personnes qui, voilà, pas attentifs ou et ça va vite, hein, ça va vite. Il faut savoir qu'on reçoit aussi de plus en plus, enfin des mails. Certaines personnes peuvent en recevoir des centaines par jour aussi, et donc ça génère quelque part aussi un stress dans la gestion des mails, hein. Donc il faut Donc, tenir compte de ça. Et comme peut-être aussi ne pas hésiter à avoir les bonnes pratiques ben, quand vous êtes dans votre email. Si vous voyez ce genre, un, de les signaler et deux, dans votre système mail, de le mettre en mode spam pour que la prochaine fois, ben, la personne qui vous a envoyé le mail soit bloquée automatiquement en réalité, hein. c'est ça. Et vous pouvez aussi signaler hein, des différentes attaques à ces phones web, justement, qui eux se chargeront de bloquer tout ça. Comme Gaëtan le disait dans le chat, souvent les vieilles personnes aussi hein, sont ciblées, ou les vieilles personnes ou les plus jeunes, ceux en tout cas qui n'ont pas une sensibilisation assez concrète aux risques qu'ils courent sur Internet. Oui, et par exemple, Seven Web, ce qu'ils font aussi, bah, c'est de bloquer les sites frauduleux en fait derrière. Et donc, au plus on notifie, au mieux c'est en réalité. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre 5 minutes de votre temps pour envoyer un tout petit email parce que c'est la communauté qui fait avancer un peu la cybersécurité, hein, donc, et reculer les pirates. Et je vous ai mis justement le lien de ces phone web dans le chat parce que ben, vous pouvez avoir plein de ressources, mais aussi des conseils si vous avez un problème, une assistance, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, un site qui est très bien fait. On voulait aussi mettre un point d'attention, c'est d'ailleurs Sandra qui l'avait noté ça, parce que comme vous êtes indépendant, comme vous êtes commerçant, vous avez peut-être une page Facebook et parfois vous pourriez avoir certaines personnes qui se font passer justement pour Facebook et qui viennent vous dire sur votre page professionnelle que vous devez payer une certaine somme pour continuer à pouvoir utiliser Facebook
voilà, dans son intégralité, ou sinon, bah, toutes vos pubs seront bloquées, votre page sera supprimée. Et parfois, et c'est vrai en plus qu'ici, dans un contexte où Facebook a lancé un abonnement qui est payant, on peut parfois aussi se poser la question. Mais donc, tout ça pour dire que le phishing ne vient pas spécialement uniquement par mail, il peut l'être aussi sur les pages de vos réseaux sociaux. Tous les canaux, en fait, hein, oui, c'est ça. Donc ici, c'est un bon exemple avec Facebook. Ça peut être Twitter aussi, parce que Twitter, enfin maintenant X, le réseau X, pardon, mais voilà, comme ça on fait bien la transition, avait aussi communiqué sur le sujet que voilà, il voulait justement de transformer certains comptes en comptes payants. Et donc, il surfe un peu sur ce type d'informations voilà, pour essayer d'avoir l'information et d'estorquer un peu les gens, quoi. Donc, il faut être super vigilant, que ce soit dans les médias, réseaux sociaux, dans votre email, les SMS aussi. Voilà, je veux dire, il y a différents canaux et donc il faut être vigilant tout le temps. Même par téléphone, hein, un appel téléphonique. Oui. Oui, 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 par téléphone. Et alors, par téléphone, là, ça peut. Et là, encore une fois, c'est surtout par exemple, le secteur bancaire où ils vont se faire passer pour un agent d'une banque pour dire voilà, on doit vérifier une transaction que vous avez réalisée, il me faut le code. Et certaines personnes crédules, ils donnent le code unique qu'il ne faut pas donner. Et donc, le compte se fait débiter dans les minutes qui suivent en général. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en parlant d'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a maintenant des logiciels de l'intelligence artificielle pour justement imiter la voix de quelqu'un ou même l'apparence visuelle. Ça va très loin et ce sera de plus en plus dur de se prémunir de ça. Oui, tout à fait. Et dans un futur très proche, ici, je peux vous le dire parce que Microsoft avance à grands pas, Microsoft et les autres. Ils vont ils vont intégrer l'intelligence artificielle dans les outils, même par exemple email, des présentations, par exemple dans Teams. Donc, ça s'appelle Copilot. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est déjà réalité, en fait, hein. Donc voilà, méfiez-vous en tout cas, prenez toujours le temps de regarder, de réfléchir. C'est vraiment le point finalement le plus important, mais on a vu en tout cas que vous aviez déjà les bons réflexes dans le WooClap. Donc ça, c'est très chouette. Je propose, Jean-Pierre, on fasse une petite pause de quelques minutes et de se retrouver par la suite pour justement la suite de cette présentation. Pas de souci. Tout de À suite. tout de suite. Avant d'entamer le processus de demande d'aide, le bénéficiaire doit sélectionner son prestataire parmi l'ensemble des consultants, coachs et formateurs reconnus par la Wallonie. Petite précision, le formulaire de demande de chèque en ligne peut être complété soit par le bénéficiaire, soit par le prestataire. Les données encodées restantes enregistrées, elles ne sont à remplir qu'une seule fois. La première étape consiste à s'inscrire sur la plateforme. Rien de plus simple. Identifiez-vous en tant que personne physique avec votre carte d'identité.
Vous ne le faites qu'une seule fois. Complétez vos coordonnées. Un email de vérification de celle-ci vous est envoyé. Votre inscription donne accès à un tableau de bord. Vous pouvez dès lors compléter le formulaire de demande de chèque en passant d'un onglet à l'autre. Pour cette étape, préparez le numéro banque Carrefour des entreprises du bénéficiaire ou du prestataire choisi. Si le bénéficiaire est un créateur d'entreprise, il ne dispose donc pas encore de numéro BCE. Pas de problème, il suffit d'encoder son numéro de registre national. Complétez ensuite les champs liés à votre demande. Pour accélérer cette étape, certaines informations peuvent être préparées à l'avance. Les objectifs du chèque demandé, la valeur ajoutée de la prestation pour l'économie wallonne, le planning supposé de la prestation, le montant du devis émis par le prestataire et la convention. La plateforme indique alors deux montants, l'intervention publique de la Wallonie et la quote-part à verser par le bénéficiaire pour que la prestation puisse débuter. Une fois les champs complétés, le dossier est soumis à l'administration pour vérification. Si le dossier est incomplet, l'administration revient vers vous. Vous bénéficiez alors d'un délai d'1 mois pour le compléter. Quand le dossier est complet, l'administration notifie son accord par email dans les 5 jours ouvrés. Elle invite le bénéficiaire à payer sa quote-part. Une fois la quote-part versée, la prestation peut débuter. Elle doit obligatoirement être réalisée dans le délai imparti, entre 3 et 36 mois selon le chèque choisi. Enfin, lorsque la prestation est terminée, vient la phase de clôture du dossier. Le prestataire émet une facture et un rapport de prestation. Il les charge sur la plateforme. Le bénéficiaire valide ces documents dans les 15 jours ouvrés. L'administration vérifie le dossier avant de payer le prestataire. Attention, la TVA reste à charge du bénéficiaire. Accès facile, traitement rapide. Aujourd'hui, profiter de l'accompagnement de spécialistes n'a jamais été aussi aisé.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce webinaire cybersécurité. On a vu un peu de théorie lors de cette première partie. On a vu aussi le phishing, hein, qui est vraiment le gros poisson, sans mauvais jeu de mots, des attaques dans tout ce qui est cybersécurité. Lors de la petite vidéo de pause, vous avez pu également voir, et Sandra vous a mis le lien dans le chat, comment fonctionnaient les chèques entreprises, comment justement faire une demande pour pouvoir bénéficier d'un chèque entreprise. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, tu voulais rebondir là-dessus, car il y a justement un chèque entreprise pour la cybersécurité. Tout à fait. Je pense que c'était le slide ici, voilà. Donc, il y a un chèque spécifique qui est dédié pour la cybersécurité. C'est quand même avec un taux d'intervention de 75% pour un montant de 50 000 euros. C'est déjà avec ce type de budget, on peut déjà On peut aller faire loin. pas mal de choses. Je dis, voilà, surtout pour des entreprises qui sont un peu plus petites. Donc, sur l'agilité, on peut avancer assez rapidement. Bah, comme là, la vidéo vous l'a bien expliqué, le processus est assez simple. Une fois qu'on fait les demandes, il y a des délais très spécifiques et très serrés. Et donc, en fait, on ne doit pas attendre des mois et des mois pour avoir l'autorisation. Ça va assez vite une fois que, et en général, qu'est-ce qui se passe en pratique, c'est que le prestataire fait, vous aide un peu, vous guide à introduire le dossier pour aller plus vite et pour vous guider en fait, hein. Donc, il y a toute une série d'experts qui sont reconnus, labellisés chèque entreprise et donc il ne faut pas hésiter à, à souscrire à ce type de chèque parce que ça peut voilà, avoir un impact aussi au niveau financier. C'est toujours intéressant d'avoir une aide, surtout quand c'est la région wallonne qui le propose. Donc, je précise bien, c'est pour la région wallonne et ce chèque n'est pas valable sur le territoire bruxellois. Voilà, on est complet. D'ailleurs, si tu passes à la slide suivante, on va voir également que vous avez toujours les ateliers IFA-PME qui sont là pour vous coacher en plus petits groupes pour vous vraiment encadrer vos demandes précises, hein, parce que lors d'un webinaire ici, où on est, voilà, on est un peu tous à distance, on est chacun chez soi et parfois on n'a pas trop le temps de se pencher sur des cas concrets, mais aujourd'hui on a le temps, hein. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs, vous êtes très calme aujourd'hui. Sandra vous a mis le lien dans le chat, mais donc vous avez la possibilité de suivre des ateliers de l'IFA-PME. On a mis celui-ci pour la cybersécurité. Il y en aura à Charleroi les 27 et 28 novembre, à Tournai les 4 et 11 décembre et à Dinan le 16 février de l'année prochaine. Donc voilà, ce sont quand même des formations d'une valeur de 120 € qui sont accessibles gratuitement et où vous pourriez avoir vraiment la réponse à toutes les questions dont vous vous posez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire aux Digital Days du SNI qui auront lieu. La première journée aura lieu ce lundi à Gosselies. Sandra va vous mettre le lien dans le chat. Les Digital Days, c'est quoi? C'est tout simplement une journée qui vous est consacrée à travers différents ateliers, justement pour que ce soit en cybersécurité, mais aussi dans la communication, site web, e-commerce, intelligence artificielle, bref, plein de thèmes qui sont abordés. Et vous aurez aussi la possibilité de rencontrer des coachs hein, que vous avez peut-être eu l'occasion de croiser, de voir lors de certains webinaires, qui seront là aussi lors de ces Digital Days pour vous prodiguer full sorte de conseils. C'est gratuit, hein, vous le met Sandra dans le chat. Il y a une journée à Charleroi, si je ne m'abuse. Il y en aura une à Namur et une autre à Liège. Donc Charleroi, c'est ce lundi 27. À Namur, ce sera le 12 février et Liège le 18 mars pour être complet. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous inscrire et aller faire un tour du côté du site des Digital Days que Sandra vous a mis le lien dans le chat. Justement, Jean-Pierre, on a une question de Hortense
qui demande si les petits indépendants avec des TVA de franchise ont-ils droit aussi au chèque entreprise? Est-ce que tu sais cela ou pas? Oui, oui, oui. Alors, oui, c'est une très bonne question. En fait, la limite, c'est vraiment pour les grosses entreprises donc, qui ont plus de voilà, X millions de chiffre d'affaires ou plus de 250 personnes. Donc, ces entreprises-là ben, elles sont capables de financer un trajet de cybersécurité. Par contre, ici, les petites entreprises, donc ici, effectivement, quand on disait que bah, la TVA, si elle est récupérable, bah, elle fait partie, bah, c'est l'entrepreneur, comme il la récupère, c'est normal qu'il la paye. Si maintenant elle est, voilà, elle fait partie du montant, bah, ça sera dans le montant global en fait. Hein. Tout à fait. Donc voilà, Hortense, c'est une bonne nouvelle pour vous, si jamais vous voulez faire appel au chèque entreprise. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors voilà, ça c'était pour on va dire la petite partie promotion et administration. Maintenant, on va rentrer dans un autre sujet qu'on a déjà abordé, hein, mais faut souvent marteler, taper sur le clou. Il s'agit des mots de passe et on vous propose un petit bouclap. Donc je viens de l'activer et vous le voyez à l'écran. À votre avis, combien de temps pour trouver le mot de passe suivant? Parce qu'il n'a pas l'air trop mal, hein, ce mot de passe. Il y a des majuscules, il y a des minuscules, il y a des chiffres, il y a des caractères spéciaux. Donc voilà, ce mot de passe, il est quand même pas trop mal. À votre avis, combien de temps faut-il à des attaquants pour trouver ce mot de passe? Est-ce que ce sera instantané? Est-ce que ça va prendre quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, voire des mois? Ou est-ce qu'un mot de passe aussi complexe est impossible à deviner? Donc, voilà, Sandra vous a remis le lien dans le chat au cas où vous l'auriez perdu. Et vous avez le QR code. Je vois que vos votes commencent à arriver, donc je vais partager vos réponses à notre expert Jean-Pierre. Pour eux, ben, en quelques minutes, voire instantanément quelques secondes ou quelques heures, en tout cas, personne ne s'avance pour dire que ça prendra des mois, voire que c'est impossible. Mais voilà, ce mot de passe un peu complexe, ben, pour la majorité de notre audience, il va falloir que quelques minutes pour le deviner. Et spoiler alert, Jean-Pierre, ce sera même moins que ça. Oui, tout à fait. Ben, voilà, ici, effectivement, il y a des majuscules, des minuscules et un sigle, enfin, des sigles particuliers. Par contre, on Qu'est-ce voit qui fait défaut? Il est bien, mon mot de passe? qu'il est trop court. Il est trop. Il est beaucoup trop court et donc, ben, au plus petit qu'il est, même s'il y a des complexités dedans, au plus facile il va être décrypté. Effectivement, ce sera quasiment de l'ordre de l'instantané pour ce type de mot de passe, en fait. Et d'ailleurs, tu peux repartager les slides, Jean-Pierre. On vous a mis Oui, un petit tableau justement avec cette idée hein, de grandeur pour que vous puissiez comprendre à quel point il est important de complexifier et surtout d'allonger, comme je ne l'ai pas fait dans mon exemple, vos mots de passe. tout à fait. Donc ici, c'est voilà, on voit un peu avec les différentes possibilités des majuscules, minuscules, des lettres et aussi la longueur des mots de passe. Alors, on se rend compte un peu le temps qu'il faut pour pouvoir décrypter ben, quand le mot de passe est long, complexe et spécifique en fait. Hein. Donc, et un peu plus loin dans les slides, on va expliquer un peu ben, les bonnes pratiques. C'est vraiment important les mots de passe parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, tout fonctionne avec un utilisateur et un mot de passe et donc il faut être vigilant sur ce type de Sur ce notion. point-là, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, on vous renvoie au webinaire précédent où on avait fait vraiment un gros focus sur les mots de passe avec Alexandre, mais il est toujours important de le rappeler et on va s'attarder un petit peu ici aussi sur la gestion des mots de passe. Voilà. Donc ici, il y a plusieurs pratiques, bonnes pratiques à tenir en compte. Ce qu'on constate ici pour le premier point, multitude de mots de passe, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, on a tendance à utiliser toujours, même si le mot de passe est complexe,
le même mot de passe pour l'ensemble de ces applications, ça, c'est déjà pas une bonne pratique à la base. Donc, on essaye de mettre en place un stratagème. Donc, par exemple, un mot de passe complexe, et puis chaque fois à la fin, on met une variante par rapport à l'application pour que vous puissiez retenir ça, et puis documenter ça sur, je l'ai mis un peu plus loin, sur l'application qui passe, mais je vais y revenir. Longueur et complexité, on vient d'aborder le sujet dans les slides précédents. C'est important, il faut pas. Donc ici, on part toujours. Avant, on disait même 8. Non, 8, c'est pas assez. Il faut minimum 12 caractères. Quand vous êtes à 12 caractères, vous êtes déjà dans un schéma de mot de passe complexe. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a certaines. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines applications qui vous disent, quand vous mettez, que vous configurez un mot de passe, qui vous dit que c'est pas assez complexe en fait déjà, et qui vous donne une guidance ou qui vous génère un mot de passe spécifique. Euh, jamais pas, donc évidemment, ne jamais partager les mots de passe, je pense que ça a du sens. Euh, Pas de post-it non plus. Voilà, même si c'est des post-it digitaux, il faut pas le faire. Ne pas sauvegarder les mots de passe dans les navigateurs. Alors, c'est une pratique en fait. Beaucoup de navigateurs comme Gmail, Safari, Firefox proposent un gestionnaire de mots de passe. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que on sait facilement, les pirates peuvent facilement accéder à la base de données et décrypter les mots de passe. Et donc, c'est à proscrire. Par contre, ce qu'il faut faire plutôt, c'est d'utiliser un coffre-fort voilà, de type KeePass, ou il y en a d'autres sur le marché. Mais par exemple, KeePass, c'est gratuit. Ça fonctionne sur Linux, sur Mac, sur Windows. Et donc là, ça vous permet de gérer vos mots de passe de façon centralisée et ça va générer une base de données cryptée et sécurisée en fait, hein. Donc Alors, évidemment, là, vous devez être attentif sur un point important, c'est que le mot de passe qui va protéger cette application-là, là, du coup, celle-là, il ne faut pas la perdre, hein. Donc, c'est mieux. Ouais. c'est mieux. Une question de Christelle, justement, tu parlais des variantes. Elle dit, et si j'ai une base et que je change les lettres de début et de fin ou les lettres du milieu, est-ce que ça va? Enfin, tout Oui, dépend. moi, j'ai une technique de chaque fois mettre un mot différent j'ai mis en place un système mémotechnique pour me rappeler que pour cette application-là, c'est plutôt ça. Donc, il faut soit un peu jouer avec l'application, mais c'est de mettre vraiment une méthode par rapport à l'application et de chaque fois générer le même processus, quoi, hein. Et une lettre, une virgule, c'est trop court, en fait. Il faut vraiment mettre un mot en plus. Enfin, il faut être un peu plus courageux et il faut savoir, voilà, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on doit encore gérer les mots de passe, même si dans l'avenir, on sera dans des solutions où ce sera peut-être du passé, mais au jour d'aujourd'hui, c'est toujours les mots de passe sont toujours bien présents. Euh, et donc, je rappelle encore de bien chaque fois, toute application sérieuse a aujourd'hui l'authentification multifacteur. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de ne pas l'utiliser tout simplement. Voilà. Ou alors d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Tu nous as mis Oui, Pass, il y en a plein, One Password, oui, DashDen, Pass, enfin oui, oui, voilà. oui, 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 mais il est gratuit celui-là, il est très, très fonctionnel, donc c'est pas plus mal, quoi. C'est pas plus mal, comme tu dis. Alors, donc ça, c'est vraiment le point sur les mots de passe. Et d'ailleurs, Sandra vous a mis la chaîne du SNI dans le chat et notamment le fameux webinaire où on a eu un focus un peu plus poussé sur les mots de passe. Christelle nous dit encore que on m'avait renseigné un site sur lequel on pouvait tester le temps pour décrypter un mot de passe, mais je ne me souviens plus du nom. Ici, on ne va pas vraiment parler des mots de passe, Jean-Pierre, mais on va vous faire tester un autre site qui va vous permettre de tester la sécurité de votre adresse mail. Voilà. Alors ça, c'est un site très, très intéressant qui vous permet en fait de vérifier. Donc au jour d'aujourd'hui, peut-être que parmi vous, vous connaissez, vous avez déjà entendu le dark web, hein. Donc
c'est là où c'est on va dire, le marketplace des pirates. C'est un peu ça, en fait, hein. C'est tous les pirates qui se parlent, qui s'échangent des données, évidemment, et qui font du business avec ça, hein. Donc ici, l'idée, c'est de se dire, bah, tiens, comment je peux savoir si mes données sont dans le dark web? Ah ben, un bon site qui est spécialisé, c'est de mettre ici, donc mon collaborateur Antoine a essayé, donc il a mis les coordonnées de l'entreprise et il s'est dit, bah, tiens, est-ce que mon email, est-ce que mes données sont sur le dark web? Il a fait l'exercice, il a cliqué sur PWNDED et effectivement, bah, la bonne nouvelle, c'est c'est en vert. Donc, évidemment, quand c'est pas bon, ça change de couleur et le message dit que it's very bad. Donc, c'est en anglais, mais franchement, le message est très clair. Si c'est pas positif, c'est qu'il y a un souci. Et donc, ça veut dire que vos données ont été exfiltrées et circulent sur le dark web, en fait. Et alors, ben, on vous a mis le lien, hein, Sandra, toujours là à la rescousse avec les liens de evaibinpwn.com. N'hésitez pas à justement faire le test, taper votre adresse mail et de voir s'il en ressort vert, good news, ou alors si vous avez un petit drapeau rouge. Jean-Pierre, je t'invite à passer à la slide suivante, comme ça Oui, ils ont le QR code, voilà, parce qu'on va vous demander, tiens, un petit peu, on va faire un tour d'horizon si est-ce que c'était dans le vert ou est-ce que vous êtes dans le rouge? Christelle nous dit, il est super ce site, je le connais, et il y a même moyen de demander une alerte pour être prévenu si une adresse a été tout à fait. corrompue. Il fait un Euh, monitoring. Il fait un monitoring. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est ça un peu le truc un peu plus fâcheux, bah, si les données sont sur le dark web, c'est quasiment impossible de les faire sortir, en fait, hein. Donc, une fois qu'ils sont sur le dark web, là, c'est la jungle, c'est encore pire que Google, où là, voilà, les données sont perdues, voilà, elles sont sur le marché, en fait. alors, on vous invite à répondre après avoir fait le petit test. Tiens, est-ce que vous êtes dans le rouge ou est-ce que vous êtes en vert? Gaëtan nous dit, ah zut, moi c'est rouge. Je vais partager les résultats qui sont en train de tomber petit à petit, hein, parce qu'il faut que vous ayez fatalement le temps d'aller sur le site et puis de revenir sur le WooClap. Mais pour l'instant, on a quand même pas mal de gens en vert, c'est très bien. Une minorité de personnes en rouge, tant mieux. Mais que faire, je vais dire, si je vois que, par exemple, sur certaines applications, parce que parfois, ce n'est pas ma faute, justement, c'est ce que Eva Ibn Pond montre, c'est que même si moi, j'ai bien géré mes données, etc., j'avais un bon mot de passe, c'est le site tiers qui a eu un petit souci. Oui. Que faire, justement, si je suis dans le rouge et Donc, que certaines adresses, enfin, certaines données ont été compromises? c'est ça. Alors, la plupart du temps, ici, normalement, donc quand, par exemple, un éditeur d'une solution bah, s'est fait pirater sa base de données, parce que ça arrive, en fait, ça arrive souvent, et c'est ça qui intéresse les pirates. Les pirates vont pas s'attaquer spécialement directement Au particulier. aux particuliers parce que ça prend trop de temps et c'est pas rentable pour eux. Et s'ils le font, bah, c'est avec le phishing, c'est la technique du phishing. Par contre, s'attaquer sur les éditeurs et d'essayer de pirater les sites web pour accéder aux bases de données. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps, c'est-à-dire que les données à caractère personnel bah, sont volées. Ça arrive aussi dans le monde même de la santé. Et donc là, un éditeur sérieux va communiquer de façon publique ou vous renvoyer, moi ça m'est déjà arrivé, hein, il y a certains éditeurs qui m'ont écrit, m'ont dit voilà, on a eu un problème de on a une fuite de données, on vous déclare ça, voici ce qu'on a mis en place. Et donc ils essayent de limiter les dégâts. Mais malheureusement, quand la donnée est exfiltrée, c'est très compliqué et ça peut être gênant, hein. Je donne un exemple. Euh, Vous avez la carte, numéro de carte Mastercard ou Visa. Bah, ça, une fois qu'elle est connue, vous avez intérêt de bloquer votre carte, hein, parce que sinon, ça va être de la fraude organisée.
Et d'ailleurs, vous devez le déclarer à votre banque. Mais le plus gênant, c'est par exemple votre numéro de registre national. Et donc, ça intéresse fortement les pirates parce ils peuvent souscrire des faux contrats à votre insu, en fait. Et donc, ils vont essayer d'avoir l'ensemble de vos informations pour se faire passer pour vous et de signer des contrats, des petits crédits. Donc, si vous écoutez de temps en temps les chaînes françaises, ça arrive souvent en France aussi, hein, ce type de fraude. Donc, soyez vigilants. Et donc, c'est pour ça que la protection de vos données, c'est super important. Et qu'on parle maintenant de protection jusqu'au niveau de crypter et de mettre en place des solutions de protection assez fortes, en fait. Ouais, parce que en plus, tu prends l'exemple justement du registre national, qui est une donnée ben, qui est très sensible, parce que on n'en a qu'un, hein, c'est ce qui nous permet vraiment de nous Oui, c'est identifier en ça. tant que personne. Donc, soyons très vigilants à cela. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que tu vois que 70% de notre audience est dans le vert. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour ce soir. Donc, On va rentrer maintenant dans allez, deux petites notions un peu plus techniques, mais qui te tiennent à cœur. C'est lorsque, justement, si on veut mettre en place sa solution, on va dire, son application, il faut penser directement à la sécurité. En 2023, c'est vraiment la priorité. tout à fait. Donc, la sécurité au niveau, comme je disais tout à l'heure, by design, ben, c'est de faire en sorte que il y a deux cas d'école en fait. Soit vous développez votre solution vous-même, vous êtes une petite entreprise, vous avez un développeur, ben, vous assurez que, et surtout avec les développeurs, parce que là, faites attention avec eux, parce qu'ils sont très créatifs, mais de temps en temps, les raccourcis, ils connaissent aussi, et pour la sécurité, la cybersécurité, c'est pas toujours terrible. Je donne un exemple. On développe du code, on met dans le code de façon claire les mots de passe ou les user ID. Voilà, bon exemple. On utilise une base de données qu'on ne crypte pas. Ben oui, alors c'est facile pour le pirate le jour qu'il accède à la base de données, tout est en clair. Donc voilà, c'est deux cas de figure qui arrivent malheureusement régulièrement. Et il faut savoir que bah, le client n'a pas toujours la capacité non plus à vérifier ça. Donc il ne faut pas hésiter non plus à faire appel, à faire revoir le code par un spécialiste pour s'assurer que l'application soit sécurisée. La plupart du temps, on achète ou on souscrit un contrat voilà, avec une application professionnelle. Et là, du coup, on sous-traite un peu cette activité et on s'assure qu'en matière de sécurité, bah, que l'entreprise ou l'éditeur vous donne toutes les bonnes garanties, qui réalisent on appelle ça des pen tests, ça veut dire qu'ils vont essayer de craquer leur propre application, de voir un peu leur robustesse et de s'assurer que l'application ben, elle reste stable, qu'elle ne tombe pas, et qu'elle ne soit pas piratée ou qu'on n'accède pas à des bases de données. Donc c'est important. Vous savez, c'est facile de souscrire. On fait clic-clic, on paye avec sa carte Mastercard et c'est fait. Beaucoup de gens ne lisent pas les conditions générales ou voilà. Et ça, il faut prendre le temps de le faire parce qu'une fois qu'on signe, enfin voilà, ici, je vous donne un petit exemple. Il y a 3 ans, j'ai un notaire qui a fait appel à mes services. Étrangement, il n'avait pas lu les conditions de service de son prestataire. Je l'ai un peu réprimandé parce que je me dis que c'est un peu étonnant de la part d'un notaire de ne pas vérifier un contrat. Hein. Donc, effectivement, dans le contrat, tout n'était pas très clair et le prestataire a fait des grosses bêtises. Et donc, il avait perdu une partie de sa sauvegarde. Et donc, c'était 2 ans de sa comptabilité qui était sortie. Donc, pour lui, c'était dramatique quelque part. Donc, il essayait de monter un dossier, de voir un peu qui était responsable et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais bon, voilà. Dans ce genre de cas, il vaut mieux se prémunir et à la base, de prendre le temps et de comparer aussi ou de se faire aider. Hein. Il ne faut pas toujours avoir peur de dire, bah, tiens, je ne connais pas, c'est pas mon métier à la base. Et donc, il y a des spécialistes qui peuvent aussi vous Et guider.
peut obtenir ses spécialistes via les chèques entreprises. Hein, Par là, exemple, voilà. Alors, pour le petit rappel, chèque entreprise, la bonne nouvelle, c'est parce on avait montré le chèque ici de 75%, mais il y a un petit chèque, je pense que c'est 1 000 euros, ça couvre 1000 euros, qui permet de faire un audit, donc une analyse de risque de votre entreprise sur un jour, et l'expert vous donne déjà certaines recommandations. Donc, ça vous permet déjà d'avoir en très peu de temps, ah ben tiens, je suis pas bon dans ça c'est bon, je suis couvert. Et donc, et là, ce chèque-là, il est de 90%. Donc, vous ne payez quasiment rien, hein, en fait. Donc voilà, toujours bon à prendre. Et Sandra, d'ailleurs, vous a remis le lien des chèques entreprises dans le chat. Tu voulais aussi parler justement, on parle de cybersécurité, c'est un peu un facteur confiance, hein, justement, d'avoir d'être garanti en tout cas en cybersécurité. Et il existe pour ça des certificats de sécurité pour Oui, vos sites web. Alors, on vous pose la question sous la manière un peu, est-ce que vous connaissez ces certificats? Et même mieux, est-ce que vous en avez un certificat de sécurité pour votre site web? Trois choix de réponse. Oui, non ou je ne sais pas, parce que parfois, comme tu l'as dit, Jean-Pierre, on peut laisser le travail au web développeur et c'est lui qui s'en occupe. Et soit on n'en a pas, on n'en sait rien, ou on en a un, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, je vais te partager les résultats. C'est la réponse qui se dégage hein, le plus pour l'instant, c'est que notre audience ne sait pas trop si ils ont des certificats de sécurité pour leur site internet. Donc c'est bien, tu vas leur expliquer ce que c'est. On a quand même une personne qui en a une et une autre personne nous dit non, moi je n'en ai pas. Mais la majeure partie d'entre vous ne sait pas s'ils en ont ou pas. Donc tu vas peut-être déjà commencer par expliquer ce que c'est et on va venir à l'intérêt d'en avoir un et comment faire. tout à fait, tout à fait. Donc, je vais reprendre un. Oui, ça, Tu c'est peux tout. reprendre la main. Oui, hop, je reprends. Voilà. Alors, oui, donc les certificats, alors comment ça fonctionne? Quand vous êtes, vous avez un site web, il y a plusieurs, voilà, vous pouvez avoir un site vitrine où vous ne faites pas de transactions financières ou d'e-commerce et que c'est juste un site où, par exemple, voilà, on fait de la consultance ou des conseils dans tel et tel domaine. Euh, Déjà, vous allez collecter des informations de vos clients, soit à travers un formulaire en ligne, soit sur la partie contact où voilà, la majorité des sites au jour d'aujourd'hui fonctionnent sur WordPress et on a toujours une petite partie où on peut envoyer des données. Pour garantir l'intégrité et la confidentialité des données, il est nécessaire de chiffrer cette communication. C'est pour ça que le certificat est important. Donc, c'est vraiment les sites qui commencent par HTTPS. D'ailleurs, Google je pense qu'ils ont déjà mis ça en œuvre. Tous les sites qui n'ont pas de certificat vont être quasiment bannis de Google. Donc, ça veut dire que le moteur de recherche va les ignorer. Et donc, si vous voulez être visible sur Internet, je pense que Google, c'est un acteur très incontournable en réalité. Donc, il faut être attentif. Mais au-delà de ça, il y a les aspects de sécurité. Euh, donc, il y a deux types de certificats. Certificat où vous pouvez vous-même, gratuit, hein, donc c'est une société qui propose de certifier de façon automatique votre site web. Ça coûte quasiment rien. Donc le souci, c'est que votre site va être crypté, ça va être efficace. Par contre, on n'aura pas le certificat d'authenticité par rapport aux responsables ou aux propriétaires du site. Donc, c'est toujours un problème de confiance. Par exemple, sur un site e-commerce, si vous faites ça, je peux vous assurer que les trois quarts des clients vont partir, en fait, parce qu'ils vont se dire, ou c'est un site, c'est un peu louche, et donc, ils vont pas avoir la confiance, parce qu'il y a il y a des antivirus, comme par exemple McAfee, qui aussi contrôle ces aspects-là. Et donc, si vous avez installé cet antivirus, il va vous dire, attention, ce site n'est pas de confiance. Et donc, déjà, Mm.
On perd déjà Vraiment, des potentiels clients, ben, rien qu'à ça. vous perdez des leads quelque part. C'est de ça qu'on parle hein, en réalité, parce que le B2B ou le B2C, ben, vous le faites, si vous le faites sur le net, au jour d'aujourd'hui, c'est incontournable, hein, que ce soit la vitrine ou le e-commerce. La partie certificat, il faut pas l'ignorer, c'est important. Donc, le petit utilitaire gratuit, c'est Let's Scripts. C'est beaucoup utilisé. Les webmasters adorent ça, évidemment, c'est gratuit. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ne donnent pas trop le conseil aux clients, donc par facilité, ils l'installent. Moi, je recommande toujours de mettre un certificat spécifique sur votre site. Ça nous coûte, enfin voilà, je vais peut-être passer sur. Ah oui. Ouais, donc là, tu vas nous montrer justement Oui, un site oui, web. oui, oui, je vais vous montrer, c'est ça que j'allais faire. Je vais Donc, vous je suis montrer un curieux. site. Alors, petit conseil ici, et c'est vraiment un conseil d'expert, ce site est spécialisé, hein, donc pour générer des certificats, et d'ailleurs, ils sont très sérieux. Ça veut dire que quand vous allez demander un certificat, ils vont vous poser toute une série de questions. Ils vont demander à qui est le propriétaire de ce certificat. Donc, la plupart du temps, ça va être une entreprise avec un numéro de TVA. Et donc, pendant l'activation pour la première fois dure 1 ou 2 jours, ils vont vérifier que vous êtes bien le propriétaire et donc ils ne vont pas l'activer automatiquement. Donc, il y a une garantie derrière quand même. Alors, il y a plusieurs niveaux pour les certificats. Évidemment, le certificat personnel. Ici, je pense que plutôt ce qui va vous intéresser, c'est la partie business. Donc, la partie business, donc le lien ici, l'option business, c'est vraiment pour les sites, on va dire vitrines, hein. Euh, E-commerce, c'est principalement des sites, bah, si vous faites des transactions en matière d'e-commerce, c'est un certificat qui a une valeur, on va dire, qui va être considérée beaucoup plus importante, qui va être bien considérée. Et donc, le niveau de confiance va être très fort. Donc, vous avez besoin de ce type de certificat. Vous ne pouvez pas utiliser un certificat personnel pour gérer votre site e-commerce. Ça va pas être. Donc, l'antivirus va dire attention, ça c'est bizarre. C'est pas un certificat de la bonne catégorie, en fait. C'est ça. Et surtout que ben, l'e-commerce, c'est techniquement là où transitent ben, des transactions, de l'argent. Donc, c'est tout à fait logique qu'il doit être plus sécurisé. D'ailleurs, en parlant d'e-commerce, on a fait un webinaire sur l'e-commerce il y a quelques semaines. Vous pourrez retrouver le lien dans le chat, justement, si vous avez envie de sauter le pas et de créer votre e-commerce. N'hésitez pas à aller revoir ce webinaire, vraiment très intéressant. Je vais remettre. Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui était certificat, justement. Donc on espère que vous avez vu à quel point bah, c'était intéressant de se faire certifier, en tout cas, d'éviter de passer justement à côté de certains clients potentiels si lorsqu'on va sur votre site, on voit attention, site qui n'est pas de confiance, ben, fatalement, vous allez perdre du monde. Oui. On arrive déjà à la fin hein, de ce webinaire. On vous a ouvert la petite enquête de satisfaction. Hein, vous en avez l'habitude, donc n'hésitez pas à aller la compléter. C'est beaucoup plus, ben, c'est sympa pour nous de voir un petit peu quels sont nos scores et puis aussi quels sont les points d'amélioration et qu'on puisse justement vous proposer d'autres webinaires de qualité pour les prochaines sessions. Alors, je vais faire un petit coup d'œil du côté du chat. Hortense nous dit, est-ce qu'il y a des chèques entreprises pour la création des sites e-commerce? Est-ce que tu as une idée, Jean-Pierre, de cette question, même si... Alors oui, oui, mais malheureusement, ça s'achève le 24 novembre Oui. et donc ça va être compliqué. Pour l'e-commerce, ça va être compliqué, Ça vraiment. va être compliqué, mais je pense qu'ils doivent, du moins en région wallonne, je vous conseille d'aller souvent sur le site de Chèque Entreprise parce que ça change. Allez, il y a des actions plus longues, comme par exemple Chèque Cybersécurité, ça fait déjà ici
un petit moment qu'il est là, et donc là, c'était un peu plus pérenne. Et puis, il y a des actions un peu voilà, particulières que le gouvernement a décidé de mettre en place. Et ici, bah, oui, il y avait un chèque, mais malheureusement, il arrive à échéance le 24. Euh, oui, ouais, voilà. Mais bon, il faut. C'est surtout au niveau de la région wallonne qu'il y a pas mal d'aides pour ça, donc il ne faut pas hésiter à regarder. Alors, au niveau justement des certificats, alors je pense, hein, c'était la question de Christelle, en tout cas qu'elle me corrige si je me trompe, elle dit quand on veut vendre des formations en ligne, est-ce que c'est la même procédure? Qu'est-ce qu'il faut choisir dans ce que tu nous montrais par exemple? Si je vends des formations en ligne, ce n'est pas vraiment de l'e-commerce. Non, mais c'est toujours d'avoir allez, à partir du moment où il y a des transactions, ça veut dire que si je vends des formations en ligne et que, par exemple, moi je suis client et que je commande et je paye en ligne, là oui. Donc voilà, la petite nuance que si on paye en ligne à ce C'est moment-là, la partie transactionnelle en fait, hein. Donc, à partir du moment où il y a paiement en ligne, il faut être attentif en fait. parfait. Ben voilà, elle dit ben ok, merci pour ta réponse. Avec plaisir. Je vais partager les résultats de la petite enquête de satisfaction. Tu peux être content, Jean-Pierre. Tu as un beau bulletin. Merci pour vos notes. Ça nous fait toujours franchement plaisir, hein. N'hésitez pas si vous avez d'autres choses à ajouter. En tout cas, le WooClap reste ouvert. On a le temps justement de passer sur l'agenda du jour, enfin des prochains webinaires. Je vais vous le mettre en grand, hein. Vous aurez un webinaire le prochain, le 4 décembre. Rendez vos vidéos incontournables et bonnes pratiques sur chaque plateforme, mais surtout celui qui nous intéresse dans la thématique, ce sera le 6 décembre, le jour de Saint-Nicolas. Sécurité numérique au quotidien, protéger toutes vos communications, et puis vous pourrez retrouver toute la liste des différents webinaires sur le site du SNI. Et d'ailleurs, Sandra est en train de vous partager toutes les ressources nécessaires à ce sujet. Et donc, rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu le 4 décembre et aussi en cybersécurité. Ce sera le 6 décembre. Donc, Jean-Pierre, est-ce que tu as un mot pour conclure? En tout cas, en attendant les éventuelles questions, n'hésitez pas, c'est le moment de balancer toutes vos questions. On est là pour ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la cybersécurité, c'est de franchir le pas, de dire, tiens, je fais un diagnostic, je fais allez, un petit contrôle, un petit check sur qu'est-ce que j'ai en place, qu'est-ce que je peux améliorer. C'est vraiment la prévention, en fait, hein. Donc, je pense que c'est ça qui est nécessaire. Faut pas attendre d'avoir des petits problèmes où là, on appelle du coup aussi des experts, mais en urgence, dans des mauvaises conditions. Et donc, je dis ici, c'est comme tout, c'est la prévention et ne pas hésiter à se renseigner et à se documenter sur le sujet, en fait. C'est ça, comme on l'a dit en début de webinaire, hein, on va boucler la boucle, c'est de ne pas savoir si ça va arriver, mais se poser la question de quand, Bon, et dès lors se prémunir pour pouvoir réagir au mieux et le plus efficacement possible. tout à fait. Écoute, Jean-Pierre, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on clôture ce webinaire ici. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Christelle le dit super, merci, c'était vraiment très intéressant. Tu as le bonsoir de Jean-Claude, Dominique qui nous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous À toutes tous. et tous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous lors du prochain webinaire. À bientôt. Bientôt. Au revoir.